Alors, donc bonjour à tous, bienvenue au mercredi de CY pour le droit. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue qui va pouvoir vous présenter les études de droit à CY, je vais juste vous lancer un petit sondage pour voir un petit peu qui vous êtes aujourd'hui parmi nous. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Donc, si vous êtes en seconde, première, terminale, pourquoi pas, enseignant, parent, et aussi de quel département vous venez. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Ça nous permettra un petit peu de voir qui est avec nous aujourd'hui. Je vous laisse quelques minutes et après nous commencerons. Alors pour info, on a coupé les caméras et les micros. Donc si vous avez des questions, je vous propose de les mettre dans le chat et je me permettrai de les relayer à ma collègue en temps voulu. Alors, je vous laisse quelques secondes et après, donc oui, logiquement, on a seconde, première, tout à fait logique. Donc, je vais clôturer le sondage. Merci, merci à tous. Et en attendant de partager mon écran, je vais laisser ma collègue se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes des filles ou des garçons, mais statistiquement, si vous vous intéressez au droit, il doit y avoir une majorité de filles, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais il y a beaucoup de filles qui font du droit, et de plus en plus. Donc messieurs, sachez que si vous venez, vous serez bien entourés. Alors, donc, je suis Marie Caffin, moi, je suis professeure de droit privé donc, à l'université de Cergy-Pontoise, qui est donc CY maintenant, qui s'appelle CY Cergy Paris Université. C'est le nouveau nom de l'université, mais c'est la même. C'est une université à laquelle je suis très attachée parce que je suis enseignante ici depuis 2012 et j'avais également fait mes études à votre âge, enfin presque, à l'époque. Donc, c'est une université que j'aime beaucoup. On vous a mis là une photo en partage d'écran une photo de l'université. Donc, alors, l'université de Cergy-Pontoise, c'est bien plus grand que ce que vous voyez là, puisqu'il y a 13 sites dans différents endroits du Val d'Oise. Mais là, c'est le site qui concerne les études de droit. Donc, c'est le bâtiment, le gros bâtiment que vous voyez à droite, contient tous les amphithéâtres dans lesquels nous faisons cours. Puis on a un autre de l'autre côté de la passerelle, mais un grand amphithéâtre. Mais la plupart des amphithéâtres sont dans le gros bateau que vous voyez à droite. Et au troisième étage ont lieu les travaux dirigés, donc les cours en plus petits effectifs. Et puis c'est là que se trouve tout le personnel de la faculté. Et sachant que la barre que vous voyez au fond, qui est un peu plus basse, là, le bâtiment du fond, c'est une grande bibliothèque universitaire qui est très très belle, dans laquelle vous pouvez travailler calmement, avec un peu de soleil. C'est assez agréable de travailler là-bas. Voilà, donc ça c'est pour les conditions de travail. Tout ce bâtiment-là, et j'imagine que vous connaissez, peut-être si vous êtes de la région, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui n'étaient pas de ce département, qui viennent des Yvelines, donc vous n'êtes peut-être jamais passé devant. Mais cette université est à 5-7 minutes à pied de la gare RER de Cergy-Préfecture. Voilà, donc ça c'était pour la localisation. Et sachez que si vous êtes véhiculé, là vous ne l'êtes pas encore, mais vous serez peut-être d'ici à ce que vous arriviez, il y a un parking sous la fac qui permet de venir en voiture. Voilà, donc ça c'est pour le contexte global. Maintenant, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en train de vous poser des questions sur votre orientation, ce qui est plutôt bien. La plupart d'entre vous sont en première, mais il y en a quand même en seconde, donc c'est bien d'anticiper aussi. Et vous êtes peut-être en train de vous demander, est-ce que je ferais du droit? Est-ce que je pourrais faire du droit? Est-ce que c'est une bonne idée? Deux, où je pourrais faire du droit? Donc, je vais essayer de vous répondre à ces deux questions en même temps. Alors, la faculté de droit de Cergy, déjà, je vous fais une petite présentation là, mais vous, surtout, si vous avez des questions au fur et à mesure de ce que je dis, vous les posez sur le chat et puis Armel Jacquin me les retranscrit et je vous réponds tout de suite. Hein. Donc, n'hésitez surtout pas à m'interrompre parce que je vais sans doute oublier des choses qui vous intéressent. Donc, la faculté de droit de Cergy, c'est une faculté à taille humaine, on dit souvent. Alors, ça reste gros hein, par rapport à vos lycées, mais ça reste une faculté quand même à taille humaine parce que pour vous donner un ordre d'idée, on a 3000 étudiants à la faculté de droit.
un petit peu plus, 3200 maintenant, alors qu'à Nanterre, par exemple, c'est plus de 10 000 aujourd'hui, je crois qu'ils atteignent 11 000. Donc Nanterre est une beaucoup plus grosse faculté que Cergy-Pontoise. Donc ça reste une faculté à taille humaine, avec un suivi important des étudiants par les enseignants et par le personnel administratif. Parce que ce qui est assez important quand on arrive à la fac, et contrairement à ce que tout le monde peut vous dire, c'est qu'il y a des facs, dont la nôtre, dans lesquelles on n'est pas complètement perdu, dans lesquelles on a des référents, des gestionnaires pédagogiques qui s'occupent de vous, des enseignants qui sont accessibles, qu'on peut aller voir dans les bureaux, qu'on peut aller voir à la fin d'un cours. Et Cergy est une fac de ce type-là, c'est-à-dire une fac dans laquelle, contrairement à Assas ou à Nanterre, parce qu'il y a beaucoup de monde, où il y a un accès assez facile finalement à des personnes qui peuvent un peu vous aider, vous repérer au début. Donc c'est une fac à taille humaine, même s'il y a quand même 3200 étudiants, je crois que c'est un peu plus de 3100 maintenant, dans toute la faculté, dont près de 1200 en première année. Donc la première année, évidemment, ça marche en entonnoir, hein, il y a beaucoup plus de monde en première année, et puis après, ça se réduit de moitié, puis encore jusqu'à arriver en master où il n'y a plus que à peu près 250 étudiants. Donc il y a une forme pyramidale, et au début, oui, il y a beaucoup de monde. Effectivement, la première année, il y a 1200 étudiants. Il y a 60 enseignants-chercheurs, donc c'est ce que je suis moi, c'est-à-dire qu'on est tous enseignants, mais on a tous suivi à peu près le même cursus, on a tous fait une thèse de doctorat, on a tous passé des concours, et donc on enseigne et on fait de la recherche en même temps. Alors la recherche en droit, c'est un concept qui doit vous paraître assez bizarre, mais en gros, ça consiste à écrire des articles, des ouvrages à destination de nos étudiants et aussi à destination de la société civile. Et puis, il y a 25 personnes à peu près dans le personnel administratif, donc des secrétaires de diplôme, hein, qui gèrent chacune un lot d'étudiants au quotidien. Donc ça, c'est pour la fac de droit en elle-même. Alors, il y a une question, si vous réfléchissez à votre orientation, qu'il faut vous poser, enfin, que j'imagine vous vous posez, ou que vous avez déjà résolu d'ailleurs, hein, peut-être, c'est qu'est-ce qu'on peut faire après des études de droit. Parce que c'est évidemment important de savoir pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que s'inscrire en droit comme ça au hasard, ça ne mène jamais à rien de bon. Donc il faut absolument que vous ayez en vue une profession, un type de métier qui vous intéresse, sachant que, évidemment, très probablement, en cours de route, vous allez changer d'avis, et c'est pas grave. Mais il faut qu'au début, vous ayez un but. Moi, quand j'ai commencé des études de droit, c'est parce que je voulais être avocate, et j'avais ça en tête. C'était mon obsession, je ne pensais qu'à ça, je regardais toutes les émissions sur les avocats, c'est ça qui m'a portée. Après, je suis devenue prof, donc aucun rapport, quoique, mais il y en a un petit, mais pas complètement. Mais parce que entre temps, j'ai changé d'avis, j'ai changé d'objectif. Mais peu importe, mon objectif premier m'a porté. Et c'est vraiment ça qu'il faut, c'est que vous ayez une espèce d'objectif. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire après des études de droit? Vous le savez, pour la plupart, pour ce qui concerne le premier bullet point que vous voyez là sur la slide, c'est tous les examens et les concours, donc les concours d'avocats, les concours de magistrats, de notaires, de greffiers, la police, la gendarmerie, les huissiers, toutes ces grandes professions du droit. Pour toutes ces grandes professions du droit, il faut d'abord faire du droit à l'université. Ça ne suffit pas forcément. Parfois, il faut rajouter une école après. Mais de toute façon, il faut commencer par faire au moins une licence de droit pour certains concours. Vous pouvez passer des concours de police ou de la gendarmerie ou de greffier sans avoir fait de master, donc c'est-à-dire sans avoir fait de quatrième et cinquième année. En revanche, les examens d'avocat ou le concours de magistrat, il faut avoir fait 4 ou 5 ans de droit. Donc ça, c'est les grandes professions du droit que vous connaissez bien. Et puis après, il y a d'autres professions sans concours, c'est-à-dire qu'on peut faire 5 ans de droit. En général, on fait 3 ans de licence, 2 ans de master, et à la sortie du master, deuxième année, on peut directement travailler. On peut directement travailler comme juriste dans une entreprise. Il y a énormément de postes de juriste d'entreprise. Donc, dans une direction, vous travaillerez du coup dans une direction juridique, c'est-à-dire un service juridique. Vous pouvez travailler dans des directions fiscales, dans les ressources humaines. Vous pouvez travailler dans les collectivités territoriales, les associations, les institutions, les ONG, etc. Bon, après, je ne sais pas pourquoi il y a écrit autre, on a oublié de corriger cette slide, mais peu importe. Ensuite, il y a des métiers qu'on dit un peu émergents, parce que le droit, ça bouge tellement qu'il y a des métiers qui naissent, qui sortent de terre très, très fréquemment. Donc, par exemple, le métier de Data Protect Officer, c'est un nom, on dit ça en anglais, mais c'est un juriste qui fait de la protection des données. Vous imaginez bien qu'avec la multiplication d'Internet et tout ça, enfin, avec toutes les ressources numériques,
la protection des données, ça devient un énorme enjeu. Et c'est un enjeu pour les informaticiens, mais c'est aussi un enjeu pour les juristes. Donc, il y a des juristes spécialisés qui s'appellent Data Protect Officer qui s'occupent de la protection des données dans les entreprises. Ou alors, il y a des juristes qui font de la lutte anti-financement du terrorisme, par exemple. Alors ça, c'est des niches, hein, c'est des secteurs très particuliers, mais il y a du travail aussi dans ce type de métier émergent. Et puis après, vous pouvez aussi, évidemment, poursuivre vos études après une licence de droit dans d'autres écoles, en quittant l'université, en rejoignant un institut d'études politiques, donc Sciences Po, ou une école de journalisme, ou une école de commerce. Vous pouvez tout à fait avoir des passerelles, des équivalences après la licence de droit. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire, mais j'en oublie parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire après une licence de droit. En fait, il faut vous dire que la licence de droit, c'est beaucoup de culture générale. Donc forcément, tout ce que vous ferez vous servira dans votre vie professionnelle parce que c'est de la culture générale et vous servira éventuellement à passer d'autres concours qui, a priori, ne sont pas directement liés au droit. Donc c'est quelque chose qui ouvre beaucoup les études de droit, qui ouvre vers de nombreuses choses. Donc voilà pour les débouchés. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Ça va ? Alors, attendez, ouais. OK. Alors, les qualités requises, ça, c'est une autre question, parce qu'une fois que vous vous dites, moi, je voudrais être avocat, je voudrais être magistrat, ou je veux être notaire, il faut quand même vous demander, avant de vous inscrire en droit, si vous en êtes capable. Et ça, alors, évidemment, personne ne peut le savoir au début, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a quand même des qualités dont on sait qu'on ne peut pas se passer pour réussir ces études de droit. Là, je ne parle même pas pour atteindre la profession qu'on veut, mais simplement pour réussir, c'est-à-dire pour passer d'année en année sans difficulté. Ces qualités, il faut les connaître et il ne faut pas vous leurrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire bon, je n'ai pas ces qualités-là, mais je vais essayer quand même. Ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment avoir ces qualités-là ou être capable de les développer, ce qui est possible aussi. Alors là, on les a résumés. Je ne vous dis pas qu'il faut absolument enfin, je vous dis pas qu'il ne peut pas vous en manquer une petite, mais quand même, globalement, c'est ce qu'il faut viser. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous êtes aujourd'hui en tant que lycéen, il faut vous demander si vous avez ces qualités-là. Donc, un niveau de français écrit et oral, bon, parce que, alors, encore une fois, on ne vous demande pas d'être extrêmement littéraire et de faire des magnifiques phrases et d'être quasiment un poète. Ce n'est pas ça qu'on vous demande, c'est juste de savoir écrire le français correctement. Autant en syntaxe qu'en vocabulaire, qu'en grammaire. Donc, il faut avoir un vocabulaire assez riche, il faut aimer la grammaire, il faut savoir conjuguer, parce que forcément, c'est une matière écrite. La plupart des examens sont à l'écrit, surtout en première année. Après, il y a beaucoup plus d'oraux, mais d'abord, il y a beaucoup d'écrits. Et on va vous demander de rédiger des choses, soit des dissertations, soit des commentaires, mais il va falloir de toute façon rédiger. Donc, si vous êtes vraiment très, très, très mauvais en français et que vos profs vous disent toujours français calamiteux, il ne faut pas venir en droit parce que ça va vraiment pas être simple pour vous. Voilà. Si vous êtes correct, vous pouvez progresser. Donc, il y a plein de manières de progresser, mais il ne faut pas être vraiment nul en français. Sinon, ça ne marchera pas, ça je vous le dis, c'est sûr et garanti. Ensuite, il faut un esprit logique, ce qui ne veut pas dire pour moi un esprit mathématique. Hein. On peut être très nul en maths et très bon en droit, mais il faut avoir un esprit un peu logique, il faut aimer, raisonner par déduction, il faut savoir, quand on vous dit faut savoir ce que c'est qu'un raisonnement a contrario, a fortiori, vous voyez, tout ce qui est un peu technique de déduction, de réflexion logique. Donc, il faut aimer ça, il faut aimer un peu la logique. Il faut être capable de synthétiser et d'analyser un texte. Donc, ça va un peu avec le français en général, ça, mais il faut savoir voilà, résumer un texte, il faut savoir expliquer un texte. Il faut être assez ouvert sur le monde. Ça, c'est très, très important, parce qu'on ne peut pas faire du droit si on n'aime pas, si on déteste lire un journal ou regarder, pardon, ou regarder les infos. Il ne faut pas faire de droit, parce qu'en fait, le droit, c'est la vie de tous les jours. Il y a du droit partout. Vous voyez, en ce moment, avec le Covid, toutes les 5 minutes, il y a des nouvelles réglementations pour gérer cette crise sanitaire. Donc, c'est que le droit est partout. Donc, il faut forcément être ouvert sur le monde, être un peu curieux. Il faut aimer les questions sociales, les questions économiques, les questions politiques. Il faut que ça vous intéresse, parce que ça va avec. Le droit, c'est beaucoup de la politique. Le droit, c'est politique, de toute façon. On peut exprimer des orientations politiques par des règles de droit. Donc, il faut aimer ça. Il faut savoir travailler seul, travailler en autonomie, je dirais, c'est-à-dire sans qu'on vous donne des coups de bâton.
Donc, il faut que vous ayez une bonne puissance de travail parce qu'il y a beaucoup de travail personnel, il faut beaucoup s'organiser et il est bon, sauf par les temps qui courent, de travailler en bibliothèque, c'est-à-dire en autonomie mais avec les autres. Il faut aussi savoir travailler en groupe, c'est important aussi pour réussir ce type d'études. Donc voilà les qualités requises, en gros, pour que vous voyez. Donc finalement, tous ceux qui sont très bons en français, très bons en histoire géo, très bons en économie, déjà, c'est un plus évident. Après, vous pouvez être excellent en maths, être très logique, mais si vous êtes complètement nul en français, ça ne marchera pas. Donc, il faut vraiment, je vous le dis, le niveau de français écrit et oral, c'est une base. Voilà, ça c'est vraiment, je tiens à vous le dire, parce que la plupart des étudiants qui se plantent chez nous sont des étudiants qui n'ont pas compris ça avant de venir. Alors maintenant, toujours pas de questions, Armel? N'hésitez pas à poser les questions que vous voulez. Sur les méthodes d'enseignement, comment ça fonctionne la fac? Je vous fais un petit résumé pour que vous compreniez. En tout cas, en licence, ça se passe à peu près comme ça, et dès la première année. C'est que vous avez des cours magistraux et vous avez des travaux dirigés. Les cours magistraux, c'est le cours en amphithéâtre dispensé par un professeur voilà, qui est à la chaire et qui parle dans son micro et qui vous délivre un cours. Donc là, vous avez à peu près... alors, il y a marqué 3 heures par semaine, mais c'est 3 heures par cours. Ce sont des cours qui durent 3 heures. C'est long, mais il y a des pauses, ne vous inquiétez pas. Au début, c'est un peu long pour les premières années, mais après, ils s'y font. C'est des cours qui durent 3 heures, mais il n'y en a que à peu près 5 entre 4 et 5 dans la semaine. Donc, c'est entre 12 et 15 heures de cours magistral en amphithéâtre. Et puis après, dans les matières fondamentales de ces cours magistraux, parce que certains sont des matières moins importantes et d'autres sont des matières très importantes, donc dans les 2 matières fondamentales, qui sont l'introduction au droit en première année et la théorie de l'État, il y a aussi des travaux dirigés. C'est-à-dire que là, vous êtes en petit groupe, vous êtes 25 maximum, avec un chargé de TD qui est en fait un prof mais plus jeune, qui en général est quelqu'un qui est en cours de formation, qui est en thèse. Et ces travaux dirigés durent 1 heure et demie, vous en avez 2 par semaine, et ça, c'est du contrôle continu, c'est-à-dire que vous avez cours toutes les semaines avec le même chargé de TD qui vous demande un travail d'une semaine pour l'autre, et il faut travailler dans ces 2 cours. Donc finalement, il n'y a que 2 matières dans lesquelles vous avez du travail chaque semaine. Et si vous faites bien votre travail, pour préparer un TD par semaine, il faut au moins entre 5 et 10 heures pour le préparer correctement. Donc en fait, c'est du travail personnel. Ce qui fait qu'en gros, il faut passer, vous avez à peine 20 heures de cours par semaine au total. Il faut que vous passiez 15-20 heures à travailler personnellement, c'est-à-dire à faire vos devoirs, à travailler vos cours, etc. Donc il y a un investissement personnel qui est assez important au début. Ensuite, pendant tout le semestre, vous êtes noté dans les séances de travaux dirigés, donc ça vous fait une note de contrôle continu. Et à la fin du semestre, vous avez des partiels. Donc des partiels, c'est des examens de 3 heures en amphithéâtre, dans les matières dans lesquelles vous avez eu des travaux dirigés, et la note de partiel compte pour 50% de la note finale. Donc finalement, vous avez 50% de contrôle continu, 50% d'examen terminal. Sachant qu'il y a des matières où il n'y a pas de travaux dirigés, donc pour celle-là, il n'y a qu'un examen terminal. Donc vous avez des partiels, c'est semestrialisé l'université, donc vous avez des partiels en janvier et en juin. Et entre-temps, vous avez du contrôle continu chaque semaine dans les matières principales. Voilà comment ça se passe. Et sachant que si vous ratez, il y a une session 2 pour chaque semestre. C'est-à-dire, si vous ratez le semestre 1, vous aurez un rattrapage en mai. Si vous ratez le semestre 2, vous avez un rattrapage en juin-juillet. Enfin, tout début juillet, je vous rassure. Parce qu'après, on est en vacances. Donc voilà pour les méthodes d'enseignement. Donc en fait, on mélange des cours magistraux et des séances avec des exercices plus pratiques qui sont les séances de travaux dirigés. Alors, à Cergy, quand vous allez arriver sur Parcoursup, certains ont peut-être déjà regardé pour se préparer pour l'année prochaine, puisque vous êtes en première, on a plusieurs licences. Et c'est là que je vais vous expliquer que tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est valable un peu pour toutes les facs, mais là, c'est les licences qui existent à Cergy, donc c'est pour ça que je vous en parle. On a une licence d'abord droit tout court, droit français on l'appelle par opposition aux autres, mais c'est la licence en droit, toute simple, que vous trouvez dans toutes les universités de France. C'est une licence classique, c'est le tronc commun,
Voilà. On peut tout à fait partir en échange à l'étranger en 3e année de licence, même si on a pris la licence droit français, mais en tout cas, c'est la licence classique de base, qui est donc un diplôme non sélectif, parce que vous savez que Parcoursup n'est pas sélectif. Parcoursup, si vous êtes, tant qu'on a de la place, on prend les étudiants sur Parcoursup. Donc, il n'y a pas de sélection à proprement parler. C'est juste qu'on met les dossiers dans un ordre. Et évidemment, meilleur est votre dossier, plus vous serez pris vite. Voilà. Moins bon est votre dossier, plus vous serez pris à la fin, voire pas pris du tout, parce qu'on n'aura plus de place. Mais ce n'est pas à proprement parler sélectif. C'est-à-dire qu'on ne dit jamais non à un étudiant. On lui dit oui en attente, jusqu'à temps de voir s'il y a de la place. Alors qu'à l'inverse, on a des licences sélectives, nous, qui sont les deux qui a écrit, les trois qui a écrit en dessous. Il y a la licence de droit avec un DU anglo-américain, et il y a la licence de droit avec un DU espagnol et latino-américain. Alors, qu'est-ce que c'est que ces diplômes-là? Ce sont deux diplômes différents. Il y a ce qu'on appelle la licence DU anglo et la licence DU espagnol. Ce sont en fait des licences en droit classiques. Vous faites une licence en droit normale. On vous enlève juste une petite matière ou deux, mais rien de bien grave. Et à la place de cette petite matière ou deux, on vous met un bloc de droit espagnol ou de droit anglais, enseigné en anglais. Donc, vous apprenez le droit du Royaume-Uni et des États-Unis en anglais, ou le droit espagnol et de l'Amérique latine en espagnol. Donc, c'est sélectif, ces diplômes-là, parce qu'il faut une grosse force de travail, parce qu'il y a du boulot en plus, parce qu'évidemment, vous travaillez plus que ceux qui sont en licence de droit classique. C'est très bien parce que c'est très bien vu sur les CV, les recruteurs aiment beaucoup ce type de formation. Attention, ce n'est pas un diplôme droit langue, ce n'est pas un diplôme droit et anglais, c'est un diplôme droit et droit anglais, ou droit et droit espagnol. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça permet quand même de devenir assez bilingue. Hein. Ceux qui prennent la licence en droit avec des U anglo-américains, en général, à la fin de la 3e année, ils parlent anglais assez couramment. Et puis, on a aussi une licence intégrée franco-allemande. Donc là, c'est un partenariat avec une université de Düsseldorf. Donc, on prend des étudiants à Cergy et à Düsseldorf et ils passent ensemble 5 ans. La première année, chacun dans sa fac. La 2e année en France. La 3e année à Düsseldorf. La 4e année en France. La 5e année à Düsseldorf. Donc, en fait, ils font vraiment, c'est un double diplôme avec l'Allemagne qui permet d'avoir un diplôme allemand qui s'appelle la Zwischenprüfung, qui est un examen allemand assez important. Donc, à la fin, on sort double diplômé en Allemagne et en France. Donc, ça aussi, c'est sélectif et il faut évidemment parler allemand le mieux possible pour suivre ce diplôme parce qu'il y aura des cours carrément en Allemagne. Donc, voilà pour nos licences. Sachez qu'une licence en droit classique, c'est très bien. Maintenant, si vous avez un peu de potentiel, un peu d'envie, un peu d'ambition, vous pouvez faire ces licences sélectives qui demandent quand même d'avoir des bonnes moyennes. Hein. Il faut avoir, au moins, je dirais, 13-14 de moyenne hein, pour s'en sortir, pour être pris en fait, et puis pour s'en sortir après. Donc il faut. Et puis je dis que oui, 13-14, ça dépend après de beaucoup de choses, mais en gros, c'est pour vous donner un ordre d'idée, on ne prend pas des étudiants qui ont 11 de moyenne en terminale. Dans ces formations-là, ce n'est pas possible. Donc voilà pour nos licences. Toujours pas de questions, Armelle? Vous me coupez? Alors ensuite, une fois que vous avez franchi, je vous le dis pour l'avenir, mais là c'est un peu loin pour vous, donc je vous le dis rapidement, mais une fois que vous avez franchi les 3 ans de la licence, vous avez la possibilité de faire des masters. Donc un master, ça dure 2 ans. Il y a le master 1 et le master 2. C'est sélectif les masters, c'est-à-dire qu'on prend les étudiants qui ont fait des bonnes licences en master, et on a des champs disciplinaires variés, puisqu'on a des mentions. Vous choisissez un master, soit en droit des affaires, soit en droit international, en droit privé, en droit public, en droit de la santé ou en droit social. C'est tout ce qu'on a à Cergy. Nous n'avons pas actuellement de master en droit pénal, mais je pense que ça ne va pas tarder d'ici à ce que vous arriviez. Normalement, on devrait l'avoir créé. Sachez qu'on a un très très bon taux d'insertion à Cergy. C'est une des raisons pour lesquelles moi je vous conseille, si vous habitez à côté, de choisir Cergy. C'est qu'on a une très très bonne insertion professionnelle après les masters, parce qu'on a développé beaucoup de masters en apprentissage. Donc vous êtes sur la 2e année de master, 3 jours par semaine en entreprise, 2 jours à la faculté, et qui donc sont des masters qui insèrent extrêmement bien, parce que les recruteurs aiment beaucoup avoir des étudiants qui sont déjà formés chez eux pendant toute l'année. Donc, on a un très bon taux d'insertion professionnelle, 2e après Paris, Panthéon-Assas, Paris 2, ce qui était quand même pour nous une grosse victoire, parce que c'est une très bonne faculté de droit, évidemment, comme tout le monde le sait. Donc, Cergy, pour ça, a vraiment
des bons masters. Alors ensuite, pour vous dire pourquoi je milite aussi pour cette faculté, c'est que à la faculté de droit de Cergy, comme c'est une faculté à taille humaine, on organise beaucoup d'événements qui rendent la vie étudiante, je crois, et j'en suis sûre, puisque je l'ai vécu, extrêmement riche, agréable. Et finalement, une vie étudiante dont les étudiants se souviennent. Moi, je vois des anciens qui reviennent faire des travaux dirigés chez nous, une fois qu'ils sont professionnels, qui reviennent faire des cours, qui reviennent assister à nos événements, parce qu'ils ont un esprit de corps, ils sont contents d'avoir appartenu à cette université, donc, qui est vraiment sympathique. Et à la faculté de droit, on organise pas mal de choses. Alors, je vous ai mis là une petite rétrospective de différents événements. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en ce moment, c'est compliqué, donc tout ça date d'avant le Covid, même si on essaye quand même de maintenir certaines choses en dépit de la crise. Mais donc là, vous avez une photo d'un moot court, de Elsa Moot Court. Un moot court, c'est une compétition, c'est une simulation de procès américain. Vous voyez nos collègues profs qui incarnent les juges américains là, sur la photo du bas au milieu, qui ont joué le jeu. Donc les étudiants s'affrontent en anglais sur un cas réel, enfin un cas réel, c'est une simulation, mais c'est un cas réel. Et ils s'affrontent en anglais, en plaidant les uns après les autres, et on nous prête pour ça le tribunal judiciaire de Pontoise. Donc c'est pour les étudiants très marquant de faire ça, parce qu'ils se retrouvent à plaider dans un vrai tribunal, avec des vrais juges quasiment, qui sont en fait des collègues. Et donc c'est un événement très très bien, qui leur fait travailler l'anglais, qui leur fait travailler le droit anglais. Donc ça, c'est évidemment les étudiants du DU anglo-américain hein, qui font ce genre de choses. Ensuite, on a la fameuse conférence Portalis qui est en fait organisée par notre bureau des élèves, qui s'appelle le BDE Portalis, qui est très actif à Cergy, et qui organise tous les ans la conférence Portalis, qui est un concours de plaidoirie, donc l'art en français cette fois. Donc les étudiants s'affrontent sur des affaires, il y a le demandeur, le défendeur, donc voilà, ils plaident devant un jury, et les meilleurs gagnent le droit en général, d'aller affronter un vrai avocat du barreau dans un concours de plaidoirie entre l'université et le barreau. Donc c'était un moment très important et très très sympathique, et on rit beaucoup dans ce concours de plaidoirie. Ensuite, on organise à Cergy aussi, mais là, ce n'est pas que la fac de droit, c'est toute l'université, une cérémonie de remise des diplômes. Lorsque vous avez enfin eu votre diplôme en deuxième année de master et que vous quittez l'université, on organise une remise des diplômes en robe, un peu à l'américaine, ce qui est assez sympathique, parce que vous avez évidemment vos parents qui sont là, et puis il y a toutes les facultés de l'université ont une couleur, donc il y a 5000 étudiants à chaque fois qui se promènent avec des robes bleues, vertes, jaunes, pour nous Bordeaux, et c'est vraiment un moment de fête extrêmement sympathique qui n'existe pas dans beaucoup d'universités. On organise aussi une journée des métiers pour aider les étudiants à s'orienter, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en droit sans savoir ce qu'ils veulent faire exactement, et c'est bien normal. Enfin, en tout cas, ça peut être logique qu'ils aient des doutes. Donc, on fait venir 40 professionnels qui leur parlent de leur métier, et on organise ça à chaque fois avec les étudiants. Comme ça, ça répond toujours beaucoup plus à leurs attentes. Enfin, on a, plus anecdotique, la fête du droit, qui est une fête nationale qu'on organise, qui est tous les ans sur un thème. Alors, on a eu la cuisine et le droit, on a eu voyage et droit, on a eu l'amour et le droit, je crois, aussi une année. Donc, il s'agit d'organiser des manifestations un peu autour d'un thème, sur le modèle de ce que font les scientifiques avec la fête des sciences. Et enfin, ou presque enfin, on organise aussi une cérémonie de remise des prix d'excellence pour récompenser nos meilleurs étudiants chaque année. Donc tous les étudiants qui ont une une note de 13 et plus, sont, ou 14, je ne sais plus, ça dépend des années, je ne sais plus exactement à quelle barre c'est fixé, mais se voient remettre un trophée, un prix d'excellence, et surtout se voient offrir des stages. Donc tous les gens que vous voyez là sont des professionnels qui ont offert des stages à nos étudiants prix d'excellence, qu'ils peuvent faire dans l'année d'après ou dans l'été. Donc ce sont des stages très variés, hein, en cabinet, dans des collectivités territoriales comme des mairies, ou dans la police, parce que tous les premières années font un stage, enfin on offre à tous nos premières années prix d'excellence un stage police, donc, dont vous voyez les photos là.
qui est organisé exprès pour eux. Donc ils sont à chaque fois 25 à peu près. Et il y a une équipe de la police qui s'occupe d'eux pendant une semaine en leur faisant faire une reconstitution de scène de crime, une fausse manifestation où ils ont le droit de taper les policiers. Et ce genre de choses. Ils vont voir la brigade cynophile aussi avec les chiens. Enfin, voilà. Donc ça se mérite, il faut arriver dans les premiers de son amphithéâtre, mais une fois qu'on y est, on est en général très content. Donc voilà ce que moi j'ai à vous dire, mais après il y a sûrement plein de questions que vous avez, que vous n'osez pas poser, mais il faut que vous osiez, parce que l'intérêt c'est qu'on puisse avoir un peu une discussion. Enfin, Alors, l'intermédiaire de j'en ai vos une. questions. Oui. Dans quel type d'entreprise peut-on travailler? Alors, l'avantage du droit, c'est qu'il y a des juristes quasiment dans toutes les entreprises un petit peu importantes. C'est sûr que dans une petite, je sais pas, moi, je vous prends un exemple, dans une petite entreprise du bâtiment où ils sont 3, il n'y a pas de juriste. Mais dès que vous avez une entreprise de taille un petit peu plus importante, il y a toujours soit un juriste dans des entreprises de taille intermédiaire, soit carrément dans des grosses entreprises, il y a un service juridique énorme. Si je vous prends par exemple Bouygues Télécom, je ne vous parle même pas de Bouygues Construction et tout ça, mais chez Bouygues Télécom, il y a un service juridique avec 250 personnes. Donc, c'est 250 juristes qui sont sectorisés. Il y en a qui s'occupent des contrats de Bouygues Télécom, il y en a qui s'occupent des données personnelles, il y en a qui s'occupent du respect des droits de la consommation, il y en a qui s'occupent des différentes acquisitions que pourrait faire l'entreprise. Enfin, ils ont tous un domaine, un secteur particulier, mais ils sont énormément. Et à la Défense, par exemple, il y a des juristes partout, dans toutes les tours. Dès lors que vous avez une société assez importante, il y a toujours un service juridique. Vous pouvez travailler dans n'importe quel type d'entreprise. Si vous êtes passionné par, je sais pas moi, les startups qui font des produits technologiques, vous pouvez très bien travailler dans ce domaine-là. Si vous aimez justement les télécoms, vous pouvez aller travailler chez toutes les boîtes de télécoms. Si vous aimez l'industrie, vous pouvez très bien travailler dans l'industrie. Voilà, après, ça dépendra de la spécialisation aussi que vous aurez. Il y a des masters je vous donne un exemple, mais très, très spécialisés. Il y a des masters en droit de l'aéronautique. On pourra aller travailler dans des sociétés qui font de l'aéronautique. Donc, après, ça dépendra, mais vraiment, n'importe quel type d'entreprise un peu grosse a un juriste ou un service juridique dédié. Donc, vous pouvez travailler n'importe où, en fait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de question, mais peut-être, Marie, est-ce qu'il il est Ouais, possible de parler un petit peu aussi des spécialités que de seconde et oui. de première? Oui, alors ça, Mm. effectivement, Armel, tu fais bien de poser la question, parce que c'est la question qu'on a à chaque fois qu'on fait une présentation. Les étudiants qui sont vraiment très motivés par le droit, qui veulent absolument aller en droit et pour qui ce n'est pas un second choix, se demandent quelle spécialité il faut prendre pour m'assurer ma place en droit. Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand, hein, mais malheureusement, je ne peux pas tellement faire mieux. On n'a pas d'exigence particulière quant à vos spécialités. Il faut savoir que pour nous, c'est presque indifférent. Ce qui compte, c'est votre niveau général. Après, évidemment, c'est ce que je dis à chaque fois, il y a des spécialités, je sais pas, par exemple, je ne sais pas exactement comment s'appelle cette spécialité, mais tout ce qui est physique, chimie, effectivement, pour faire du droit, ça ne sert strictement à rien, donc ne le faites pas. Mais, et encore, si vous l'avez fait, ce n'est pas ça qui va vous disqualifier, mais c'est vrai que ce n'est pas très logique. Il faut mieux prendre des spécialités un peu plus littéraires, en fait. Donc, mais faites surtout là, enfin, pourquoi vous êtes bon. Parce que c'est ça qui va déclencher le fait d'être pris dans les filières sélectives, par exemple, c'est votre niveau général. Donc, plus vous aurez des bonnes notes, mieux ce sera. Donc, autant faire ce dans quoi vous êtes bon. Mais encore une fois, il n'y a pas de. C'est vrai que tout ce qui est, à chaque fois, j'oublie de regarder avant, mais tout ce qui est un peu littéraire ou historique, économique, les langues, tout ça, c'est très bien. Donc, faut pas. Et après, si vous avez envie de vous faire une spécialisation complètement scientifique, parce que vous hésitez entre médecine et droit, ce qui arrive à beaucoup d'entre vous, on ne va pas ne pas vous prendre parce que vous avez un bon dossier complètement scientifique. Pas du tout. Par contre, si vous êtes sûr de vouloir faire du droit, ce n'est pas la peine de continuer à vous encombrer avec de la physique. Vous voyez, il faut réfléchir comme ça, plutôt en fonction de ce que vous aimez. C'est pas la peine de vous forcer à faire des sciences, si vous êtes, enfin, des sciences dures, type maths, physique, tout ça, si vous êtes très mauvais. Ça n'a aucun sens. Autant faire ce dans quoi vous êtes bon. Voilà. Et ce que vous avez envie de faire, surtout. On ne prendra pas plus, nous, en droit, les gens qui ont fait S, l'équivalent de S aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire scientifique.
On ne prendra pas plus ces gens-là que ceux qui ont fait, les plutôt littéraires. Pas du tout. Il n'y a pas de priorité. En tout cas, à Cergy. Après, je ne sais pas si j'ai des collègues qui raisonnent différemment, mais je ne crois pas. Non, non, ça c'est propre dans toutes les filières d'ailleurs, hein, pas que le droit, hein. Alors, une question, en étant juriste d'entreprise, peut-on voyager dans le monde? Ah, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez voyager si vous êtes dans une entreprise multinationale ou qui a des intérêts à l'étranger, qui a soit des filiales, soit son siège à l'étranger. Bien sûr, vous pouvez voyager. La condition, si vous avez envie d'une carrière un peu internationale, bah, vous la connaissez, c'est qu'il faut que vous parliez complètement anglais. Donc, anglais ou chinois ou mais bon, quand même, hein, en droit des affaires, c'est plutôt l'anglais, hein, quoi qu'il arrive, même en Chine. Donc, il faut parler anglais absolument et faire. Alors, une chose importante, quand on veut travailler dans le monde entier en étant juriste d'entreprise, il n'y a pas besoin de faire du droit international. Le droit international, oubliez-le, ça n'existe pas en fait. Chaque pays a un droit interne et chaque pays a un droit international interne, ce qui est un peu compliqué, mais ce n'est pas forcément en faisant du droit international. Si vous voulez travailler dans le monde entier, il faut faire du droit des affaires. Là, vous allez voyager et parler anglais. Donc ça, c'est important. Mais oui, bien sûr, si vous choisissez bien la structure dans laquelle vous travaillez, vous pouvez travailler dans le monde entier. Vous serez toujours, vous représenterez sans doute votre entité française, mais voilà, vous pourrez aller signer des contrats à l'étranger, bien sûr, évidemment. Alors, avez-vous un master droit européen? Alors non, pas nous. Je crois qu'il y en a un très bien à Nanterre. Mais alors sachez que, enfin, droit européen, dit comme ça, non, on n'en a pas. Par contre, on a des masters qui sont basés essentiellement sur le droit européen. Je vous prends un exemple. On a un master en droit de la consommation et des pratiques commerciales. Ce master, c'est du droit de la consommation, donc, sachant que le droit de la consommation en France nous vient à 90% du droit européen. Donc en fait, vous faites beaucoup de droit européen dans ce master, mais ce n'est pas un master de droit européen à proprement parler. Mais de toute façon, ce choix-là, vous le ferez en fin de licence troisième année, de savoir dans quel master vous irez. Et même si vous avez fait votre licence à Cergy, vous pourrez très bien demander un master à Nanterre. Il y a beaucoup de mouvements entre la licence et le master. Comme les masters sont sélectifs, moi je dirige un master par exemple en droit des affaires, je vais sélectionner des étudiants de Cergy et puis après j'en sélectionne la moitié qui viennent d'ailleurs. Donc en fait ça brasse. Donc il n'y a pas besoin de... Vous n'êtes pas obligé d'aller forcément dans la fac qui a un master en droit européen dès la première année. La première année, la licence, allez près de chez vous. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Si vous êtes trop loin de chez vous, tout va être plus difficile. Donc faites votre licence près de chez vous et ensuite vous verrez en master si vous bougez. Ce qui est tout à fait possible. Alors, est-ce que vous pourriez répéter le temps minimum de travail que l'on doit fournir en autonomie, s'il vous plaît? C'est la question. Alors, si vous êtes si vous êtes très, très sérieux, alors il faut compter, il y a à peu près il y a 10 semaines de travaux dirigés, d'accord, par semestre, donc 20 dans l'année. À chaque fois que vous avez un travail à faire. Pour ces 20 semaines-là, il faut passer, si vous êtes très, très fort, entre, je dirais, allez, 8, et si vous êtes un peu plus lent, 20 heures de travail personnel pour préparer les travaux dirigés de la semaine. Et après, en dehors de ces 20 semaines, il faut travailler les partiels. Donc là, il faut rajouter du travail personnel, évidemment, mais vous avez des petites périodes de révision. Vous n'avez rien d'autre à faire que de réviser vos partiels. Et là, je ne peux pas le quantifier, mais il faut que vous travailliez dans chaque matière un nombre d'heures assez important. Donc, mais en gros, si vous voulez, moi, ce que je dis aux étudiants, pour être sérieux, pour réussir ces études de droit, venez le matin à 8h30 à la fac, repartez comme vos parents du boulot à 18h30. Entre-temps, vous aurez eu 4 heures de cours, et puis vous aurez eu 4 heures en bibliothèque pour avancer votre travail. C'est comme ça qu'il faut faire, en fait. Il faut vous dire, je travaille 40 heures par semaine comme mes parents. Et après, je ne vous cache pas que pendant les périodes de partiel, vous allez travailler le week-end pendant 1 ou 2 semaines. Hein. Puis vous allez un petit peu travailler la nuit, et puis voilà, il y a du travail quand même. Donc, mais c'est vrai qu'il faut compter quasiment autant de cours que vous avez moins de cours qu'au lycée, beaucoup moins. Hein. Vous êtes en cours 15-20 heures par semaine. Et le reste du temps, il faut vous dire, voilà, je travaille 39 heures, une semaine normale, comme mes parents. C'est plutôt 35 maintenant. Donc oui, il y a quand même du travail personnel.
Alors justement, j'ai vu que Iman, notre étudiante, était connectée. Peut-être pour les questions qui arrivent, ça serait bien d'avoir son témoignage parce que c'est plus sur du, on va dire, Tout à concret, fait. entre guillemets. Donc Iman, bonjour. Normalement, c'est bon, tu peux parler. Voilà. On voit. Voilà, super Iman. Bonjour, merci d'être présente Bonjour aujourd'hui. Iman. Donc Bonjour. voilà, Iman, notre étudiante en Master 1 de droit. Donc ce que je te propose, Iman, c'est de te présenter à tout le monde et puis de nous donner ton témoignage d'étudiante, ton témoignage d'étudiante comme tu sais si bien le faire en fait. Et Iman, juste avant que vous commenciez, vous êtes en master quoi, juste pour savoir? Je suis un master de droit privé. Droit privé, d'accord, merci. Du coup, comme ça vient d'être dit, donc je suis en master de droit privé, en première année de master. Globalement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment. Les études de droit, c'est pas mal de travail, beaucoup de travail en autonomie et beaucoup de rigueur. Je pense que le rythme à prendre au début est un petit peu rude, mais une fois qu'on a pris ce rythme, il ne reste plus qu'à reproduire le même schéma tous les semestres. Après, je ne vois pas trop ce que je peux rajouter parce que je trouve que la présentation a été assez complète, à vrai Par dire. exemple, sur l'autonomie, qu'est-ce que tu aurais des choses à dire, toi, par exemple, sur l'autonomie, peut-être? Je dirais qu'honnêtement, il faut trouver son rythme. On ne travaille pas tous de la même manière, mais il est important de trouver son rythme et d'apprendre à se connaître. Et c'est essentiel de ne pas vouloir calquer la façon qu'on avait de travailler au lycée à celle qu'on peut éventuellement avoir à la fac. Parce que c'est vraiment pas du tout la même chose. Voilà, le travail qui est dans la maison, il est démultiplié. Et voilà, c'est vraiment essentiel de connaître ses faiblesses et de travailler dessus et de ne pas essayer de faire avec. Super. Et donc, du coup, une question que je pense que tu pourras bien répondre. Les matières que tu as en droit, par exemple, tu peux donner des exemples ou pas? Au niveau licence. Alors, les matières, elles sont très diverses. En première année, on a des matières qui sont assez théoriques et c'est vrai que plus on avance et plus on a des matières qui sont plus concrètes. C'est vrai qu'à la fin de la licence, par exemple, j'ai eu des matières qui m'ont beaucoup intéressée, comme le droit du travail ou les libertés publiques. Et c'est des matières qui nous permettent aussi d'être un peu plus ancrés, entre guillemets, à la réalité. Mais c'est vrai que dans dans les premiers semestres, on a des matières qui sont beaucoup plus, oui, théoriques. euh, Après, on étudie beaucoup la culture juridique. On a des matières, voilà, on étudie la Constitution, on étudie. Donc, ça permet aussi d'avoir une culture très large et d'apprendre à mobiliser, d'apprendre à la mobiliser, mais ça permet aussi de réfléchir différemment. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour réussir ces études de droit. Très bien, super. Est-ce que, ou alors peut-être Marie, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui demande, pouvez-vous donner un sujet de TD? Je pense qu'ils veulent se rendre compte, les jeunes, du type de... Alors, c'est plus compliqué que ça. Je ne peux pas vous donner un sujet parce qu'en fait, comment ça se passe? Je prends un exemple. Il y a une matière en première année qui s'appelle Introduction générale au droit privé, je crois, Introduction générale au droit. Cette matière, c'est la première matière que vous allez rencontrer parce que vous allez avoir des cours dans cette matière et des TD. C'est une matière fondamentale dans laquelle il faut réussir parce que c'est assez important. Et dans cette matière, par exemple, je sais pas, je vous prends un exemple, au début, on étudie, par exemple, la question de la preuve en droit. On étudie des thèmes assez généraux dans cette matière d'introduction. C'est ce que disait Iman, c'est une introduction à la culture juridique, finalement. Et donc, par exemple, le prof va passer 3 heures sur la question de la preuve. Et donc, il y aura un TD la semaine d'après, normalement c'est assez calé, où vous allez approfondir la question de la preuve. Donc, ce n'est pas un sujet qui sera donné tout seul. En général, c'est une fiche de TD, c'est-à-dire on vous donne un document qui fait, alors c'est très variable selon les profs et selon les années, mais qui peut faire entre, je ne sais pas moi, 6 pages et 25 pages, avec dedans des choses à lire. Donc, vous allez avoir par exemple un article de presse sur des questions de preuve, vous allez avoir une décision de la Cour de cassation sur une question de preuve, vous allez avoir, je sais pas moi, un article, un extrait d'un ouvrage sur la question de la preuve. Donc vous aurez des documents comme ça. Donc déjà, il va falloir vous lire tous les documents, les lire et puis un peu les résumer, voir si vous les avez compris, etc. Et puis après, dans la fiche, il y aura en plus un exercice qui peut être par exemple une dissertation ou qui peut être un commentaire d'un texte. Donc, il y aura un exercice qui sera différent chaque fois. Donc, vous donner un sujet, c'est compliqué, mais par exemple, sur la preuve, je sais pas, on pourrait vous donner
comme dissertation. Alors, vous inquiétez pas, hein, vous aurez eu le cours qui va avec, vous n'arriverez pas comme ça de nulle part, mais on peut vous donner, par exemple, la preuve électronique. Est-ce qu'un mail, c'est une preuve? Est-ce que... voilà, ça peut être un sujet, par exemple, de dissertation. Donc, il faudra que vous cherchiez en droit ce qui se dit, ce qui se fait, est-ce qu'il y a une loi, est-ce qu'il y a des critiques de cette loi, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce que dans le Code civil, il y a quelque chose. Donc, vous allez apprendre comme ça, au fur et à mesure, de manière méthodologique, à faire des exercices. Et en fait, dans les fiches de TD, vous allez voir que les exercices qu'on va vous demander, en général, ils sont de 3 ordres. Soit c'est des dissertes, soit c'est des commentaires de décision de justice, mais ça, vous allez apprendre à les faire. Soit ce sont des cas pratiques, où là, on vous met en situation. Je ne sais pas, moi, par exemple, en droit du travail, en 3e année, on vous met en situation, vous disant Monsieur Dupont a été licencié parce qu'il a pris des substances illicites pendant sa pause. Son employeur ne l'a pas convoqué à un entretien, il l'a viré par téléphone, est-ce que c'est possible, etc. Et là, il faudra aller voir si le droit a été bien appliqué, il faudra donner votre réponse. Donc en fait, c'est ça les exercices phares du droit, c'est ça, c'est dissertation, commentaire de décision de justice, donc on vous met un arrêt de la Cour de cassation et on vous demande en gros de le commenter, ou cas pratique. Et les étudiants, il y en a qui adorent les cas pratiques, il y en a qui détestent les cas pratiques, il y en a qui préfèrent les dissertes, et en général, en partiel, vous avez un choix entre 2 types d'exercices, soit une dissertation, soit un commentaire, par exemple, donc au partiel. Mais bon, voilà, donc un sujet de TD, je ne peux pas vraiment vous répondre, c'est très variable selon les matières. Iman, peut-être une petite question pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, du coup, pose la question, comment ne pas se sentir submergé par le travail? Est-ce que tu as des petits tuyaux à donner ou Euh, Sincèrement, je pense qu'il y a un moment donné ou un autre où on se sent submergé par le travail. Déjà, de façon générale, dans les études supérieures, mais plus encore peut-être quand on fait du droit. Euh, Garder la face, je dirais. Non, honnêtement, je pense qu'il faut être méthodologique et s'organiser. Alors, il y a des personnes qui sont organisées de nature et d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais moi, je pense sincèrement que ça peut être une des clés, en tout cas, pour faire face aux périodes d'examen, aux périodes de TD qui sont un petit peu intensives parfois. Et puis, il faut savoir aussi parfois prendre un petit peu de temps pour soi, pour souffler et savoir repartir de plus belle. Parce que malheureusement, comme on enchaîne beaucoup d'heures de travail à la maison, on peut se retrouver à travailler, mais sans être très efficace. Et je pense qu'il faut aussi éviter de tomber dans ce mécanisme où on travaille sans réellement travailler en profondeur nos sujets. Et voilà. Non, non, mais c'est... Je pense qu'il y a quand même, pour vous faire partager un peu une expérience, c'était il y a très longtemps, mais je m'en souviens comme si c'était hier, quand je suis arrivée à la fac de droit. Hein, moi, je venais de mon lycée, je voulais être avocat, on m'a dit il faut faire du droit, j'y suis allée, j'ai pas trop réfléchi. Puis il n'y avait pas à l'époque toutes ces réunions, hein, on y allait complètement au hasard. Et quand je suis arrivée à la fac de droit, bon, déjà, il n'y avait pas de fac, hein, c'était des cours dans le cinéma de Cergy, donc c'était bizarre quand même. Et on était beaucoup moins, on était 200 en première année. Et je me souviens très bien que pendant les 2 premières semaines, en général, on n'a pas de TD, donc on n'a que des cours en amphi. Et j'ai passé 2 semaines à les écouter tous défiler et à me dire mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je comprends rien. Leur vocabulaire est bizarre. Je comprends rien de ce qu'ils racontent. Je suis obligée d'aller dans le dictionnaire dès qu'ils prononcent un mot. Je comprends pas le rapport entre ça et la vie que je vis tous les jours. J'étais complètement perdue pendant 15 jours, vraiment. Et après, en TD, pareil. Je me disais mais ils sont fous, ils nous donnent du travail à faire. En fait, moi, je mets 20 heures à le faire. C'est pas normal. Mais en fait, il faut juste tenir. C'est-à-dire qu'au début, il faut vous dire qu'il y en a la moitié, enfin, disons une grosse partie qui va lâcher tout de suite à ce moment-là. Donc en fait, il faut tenir. Et quand vous tenez, petit à petit, vous comprenez ce qu'il raconte en amphi. D'un coup, ça s'éclaire parce que vous écoutez au fur et à mesure, les choses rentrent. Et en TD, au fur et à mesure, vous ne mettez plus 20 heures à faire votre fiche de TD, mais 5 ou 6. Et donc, il faut tenir parce qu'au début, c'est très, très déroutant. C'est des études qui sont déroutantes vraiment par rapport à ce que vous faites au lycée. Il n'y a pas de droit au lycée, malheureusement, ou très peu. Donc, c'est très déroutant, mais il faut tenir, parce que quand vous tenez, il y en a tellement qui lâchent que de toute façon, vous êtes mieux parti que les autres. En fait, c'est un peu ce qu'il faut vous dire, c'est que finalement, la persévérance paye complètement. Et Iman a raison, il faut s'organiser. Alors, bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Moi, j'ai jamais été une pro de l'organisation. Mais bon, c'est vrai que plus vous êtes carré dans votre façon de faire, plus vous rangez bien vos cours dans votre ordinateur, plus vous faites les choses en temps et en heure, et mieux ça va se passer. Et après, il y a aussi des gens un peu désorganisés qui finissent par y arriver. Hein. Pas trop vous inquiéter non plus, ça vient. Hein. Et du coup, une autre question, y a-t-il beaucoup de livres à lire?
Euh, Alors, des livres à proprement parler, non, parce qu'on ne donne pas une liste de livres comme on pourrait l'avoir voilà, au lycée ou autre à lire. Par contre, oui, il y a beaucoup de lectures, parce que oui, les fiches de TD sont fournies, et à côté de ça, il faut éventuellement faire beaucoup de recherches. Après, les recherches, c'est quelque chose de personnel qui relève de l'initiative. Voilà, c'est comme quand on ne comprend pas un terme ou qu'on veut mieux approfondir sa fiche de TD, on a le choix ou non de faire ses recherches, d'aller bouquiner un petit peu. En général, plus vite on commence à aller lire un peu plus que ce qui est demandé et mieux on réussit. Donc, à proprement parler, non, on n'a pas de livre à lire, mais oui, oui, il y a des heures et des heures de lecture. Et d'ailleurs, c'est l'essentiel du travail, vraiment, que ce soit relire ses cours, que ce soit aller lire dans des livres ou ce qui a pu être publié sur des notions en particulier pour mieux les comprendre, que ce soit vraiment l'essentiel du travail, c'est de la lecture. Oui, ce que dit Iman est vrai. En fait, on ne donne jamais de lire un livre, on ne lit jamais de livre en entier en droit. On ne vous dit jamais de lire un livre comme on peut le faire en philo ou en français. En revanche, vous passez autant à lire des bouts de livres. C'est-à-dire que vous allez vous dire, ah bah, pour lundi, je dois travailler sur les conditions de formation du contrat. Bah, je vais aller dans le. D'abord, je vais lire mon cours, et puis comme c'est pas, je sais pas, peut-être c'est pas clair ou que j'ai besoin d'approfondir, je vais aller dans un ouvrage à la bibliothèque de droit des contrats qui va m'expliquer les conditions de formation sur lesquelles je dois travailler pour la semaine prochaine. Donc, en fait, vous lisez des bouts de livres en permanence. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous avez lu le livre entier, mais sans vous en rendre compte finalement. C'est plutôt comme ça qu'il faut. Parce qu'en fait, chaque matière de droit, que ce soit droit pénal, droit du travail, droit des sociétés, introduction au droit, a des ouvrages écrits qui correspondent. Donc, vous avez le cours du prof, mais si ce n'est pas clair, si vous avez envie d'approfondir, vous pouvez aller dans un livre à la bibliothèque. Vous n'êtes pas obligé de les acheter tous, hein, d'ailleurs. Même en général, vous n'en achetez pas vraiment. Mais vous allez les consulter en bibliothèque. Ça s'apprend au fur et à mesure aussi. Alors, une autre, est-ce que l'option DGEMC, la droit des grands enjeux, hein, au lycée est très utile pour les études de droit? Ah oui, ça vous donne une avance incontestablement. DGEMC, pour avoir vu un peu comment ça se passait, moi j'ai fait quelques cours au lycée Kessler à une époque, c'est une bonne initiation en fait. C'est une bonne initiation, ça vous familiarise avec des notions. Après, vous allez voir que DGEMC, c'est plus vulgarisé au sens, c'est plus accessible à tout public que ce qu'on fait vraiment en droit. Mais ça vous donne quand même, je pense, si ça a été bien fait, après, voilà, il faut que ça ait été bien fait, mais ça vous donne une petite avance, oui, bien sûr. Vous avez manipulé des notions, c'est utile, tout à fait. Si vous êtes sûr de vouloir faire du droit et que vous avez la possibilité de prendre des GEMC, il faut y aller, hein. Super. Alors, en attendant d'autres questions, est-ce que Iman, tu peux nous dire ton projet, du coup, après le M1, M2, ce que tu souhaites faire pour donner envie aux jeunes? Alors c'est vrai que bon, c'est pas la meilleure question qu'on peut me poser parce que je suis quelqu'un de je suis une personne très indécise. Mais en tout cas, l'avantage du droit, c'est que j'ai conscience que ça m'ouvre pas mal de portes. Après, à titre personnel, c'est vrai que j'aimerais essayer éventuellement un concours parce que je trouve ça plutôt intéressant l'idée de se préparer et d'essayer de s'essayer un concours, voilà. Mais en tout cas, pour toutes les personnes qui sont comme moi et qui ne savaient pas, en tout cas, à la sortie du bac, ce qu'elles voudraient faire dans la vie, le droit, ça peut aussi être une solution. Parce que le nombre de domaines et de matières auxquelles le droit touche sont vraiment, est vraiment énorme par rapport à ce qu'on peut penser, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment une filière qui peut aussi aider les grands indécis comme moi. Et tu as une idée du concours ou pas? Je réfléchis. D'accord. Non, non, mais tu as raison, hein, il faut aussi réfléchir, hein, c'est ça le but, hein, de réfléchir sur son projet pro, hein, c'était juste au cas où. En fait, Iman, elle a pris un master qui est, j'imagine que ça s'explique aussi comme ça, qui est très général. C'est-à-dire que c'est droit privé, donc c'est assez général. Ça veut dire qu'elle se laisse encore la possibilité de faire plein de choses différentes. Alors que si certains ont des idées beaucoup plus précises et ils font des masters de niche, par exemple, il y a des gens qui ont l'âge d'Iman, enfin, qui ont son niveau, qui sont en master 1 et qui ont fait un master en droit de la santé des personnes vulnérables. Donc là, ils savent qu'ils vont travailler dans le domaine du droit de la santé. Parce qu'ils avaient cette idée en tête. Mais si on n'a pas d'idée en tête et qu'on veut passer des concours un peu généralistes comme avocat, magistrat, par exemple, on peut tout à fait faire ce qu'a fait Iman, c'est-à-dire garder un master relativement général. Merci. Alors, j'ai pas d'autres questions, donc tout m'a l'air d'être clair. En tout cas, les questions étaient très riches, hein, aujourd'hui, mais vous pouvez voir que
que le droit peut vous apporter beaucoup de choses. La preuve avec Iman qui après va se diriger selon son envie dans différentes choses. Donc, merci à tous. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, si vous en avez au cas où qui arrivent, n'hésitez pas à me contacter par mail. Hein. Vous avez tous mon adresse. Hein. Si besoin, je relayerai à mes collègues. Et sinon, bah, je vous propose d'arrêter là puisque je n'ai pas d'autres questions, de remercier Marie Quinfamois et Iman de leur présence, qui c'était très intéressant et très riche. Merci à Iman vraiment d'être libérée. Et du coup, bah, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. Merci Armelle.